Bien, bonjour à toutes et à tous. Je prends la suite d'Alain avec certainement une continuité dans les idées et peut-être aussi quelques sensibilités parfois un peu différentes, mais ça fait le plaisir de nos discussions. Je vais aborder probablement cette question de la diversité biologique par le biais des aménagements du territoire. C'est un peu la question qu'on s'était posée. Mais je voudrais avant tout d'abord revenir très vite sur cette question de diversité biologique, biodiversité. Pour moi, qui ai tendance un peu à simplifier les choses, vous le verrez dans l'exposé, je dis que je crois savoir ce que c'est que la diversité biologique. C'est ce que nous a exposé Alain, d'une certaine manière. Je suis pas sûr de connaître la biodiversité, qui est un produit d'appel. Ça a été créé, comme le rappelle Alain, dans le cadre d'une réunion sur la conservation de la nature par des biologistes de la conservation. Ça a été repris, comme l'a aussi exprimé Alain, par des ONG de conservation de la nature. Et puis c'est devenu un mot culte, un peu le porte-drapeau des mouvements conservationnistes, avec des idéologies de toute nature, je dirais, y compris certains mouvements qui frôlent le créationnisme ou qui sont carrément créationnistes. Donc pour moi, c'est plutôt un slogan porteur d'enjeux sociaux, avec une forte composante sociale liée aux représentations, aux croyances que l'on peut avoir dans le domaine de la nature. Mais ça, c'est un peu ma présentation simplifiée. Alors, aménagement, c'est un terme qui renvoie à deux grands types de préoccupations. Alors, je vais être un peu caricatural parce que j'ai un temps réduit, donc je ne peux pas rentrer dans le détail des nuances. Mais en gros, on a eu deux grands types de préoccupations, et je suis un peu marqué peut-être par mes compétences en milieu aquatique. D'une part, modifier et transformer le milieu de manière à le rendre plus productif. C'est un peu tout l'objet de l'agriculture. Mais si je prends l'exemple des cours d'eau, on a construit des barrages pour utiliser la force motrice de l'eau, et c'était la seule source d'énergie pendant très longtemps. Donc voilà, c'était une manière d'aménager les cours d'eau. Et on retrouve maintenant ces aménagements dans le cadre des barrages que l'on retrouve et dont on parle de les supprimer. Deuxième point qui est aussi important, parce que on ne peut pas imaginer qu'on a modifié les milieux pour le plaisir, c'est minimiser les risques. Et minimiser les risques, c'est dans deux grands domaines peut-être. Dans le domaine de l'eau, c'est pour éviter les inondations, on a fait des digues. Et puis on a surtout drainé les zones humides, parce que si vous relisez un peu l'histoire du 19e siècle, vous verrez que beaucoup de gens mouraient à proximité des zones humides de malaria. Et il y a beaucoup de textes édifiants sur le rôle des zones humides à cette époque en matière de santé publique. Alors aujourd'hui en France, eh bien, on peut dire que, allez, à quelques rares exceptions près, tous nos territoires, tous nos espaces ont été anthropisés. Alors la plus grande partie est liée à l'agriculture, mais il y a également des activités plus ou moins, je dirais, forestières, et puis, bien sûr, l'urbanisation à l'heure actuelle, qui est un véritable problème entre les zones réellement urbanisées ou le grignotage du milieu agricole par l'urbanisation. Nous sommes face à des situations sont en train d'évoluer. Alors les chiffres peuvent être discutés, mais ce sont des ordres de grandeur. Il existe bien entendu des liens étroits entre aménagement et diversité biologique. Ça n'est pas seulement au niveau des espèces, et je voudrais être très clair là-dessus. Les espèces n'existent que parce qu'il y a des habitats, c'est-à-dire leur milieu de vie, ce qu'on appelle écosystème ou autre chose. Donc ces transformations du paysage et des habitats écologiques sont étroitement liées à l'existence d'une diversité biologique. Alors la question peut se poser comme ça, est-ce que les aménagements détruisent la diversité biologique? On a parlé de Sivens, on en reparlera, et je vous montrerai quelques idées là-dessus. Je dis oui et non, je ne suis pas normand, mais oui et non, parce qu'un aménagement, ça correspond à un changement d'habitat. S'il y a un changement d'habitat, on modifie la diversité biologique. Mais la question, c'est de savoir ce que l'on perd et ce que l'on gagne. Et c'est bien la question. Qu'est-ce qu'on perd et qu'est-ce qu'on gagne? On ne fait pas que perdre, on gagne. Je reviendrai là-dessus, mais je le cite tout de suite. Le lac de Der, en Champagne, au lieu
naturalité, puisque les ornithologues y vont en procession au moment des migrations des crues cendrées, est un milieu artificiel. On a supprimé des bocages, mais on a gagné en naturalité. Donc, cette question du solde, en fait, est importante. Est-ce qu'il est recevable pour des raisons économiques, esthétiques, etc. C'est une vraie question de société. Et pour l'évaluer, il faut répondre à la question « Quelle nature voulons-nous » Je renvoie à une réunion que nous avions organisée il y a une quinzaine d'années. « Quelle nature voulons-nous » avec en sous-titre « Quelle nature aurons-nous » Parce qu'évidemment, il ne suffit pas de vouloir, il faut encore pouvoir. Ce qui renvoie à trois grands domaines. La connaissance des origines et de la dynamique de la diversité biologique dans une région donnée, et je vous parlerai surtout de l'Europe, parce que l'Amazonie est une chose, l'Europe est autre chose, le Sahara est une autre chose, les situations ne sont pas du tout comparables au point de vue histoire. À une prospective aussi sur l'évolution possible, dans un contexte régional et de changement global, pas seulement le climat, mais aussi à des représentations de la nature de la part de différents groupes sociaux qui n'ont pas forcément la même vision du monde et de la nature que nous. Alors très vite, je vais pas m'étendre, mais d'où vient la diversité biologique en France métropolitaine? La diversité biologique, c'est le produit du changement et pas du statu quo. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Alain a bien insisté là-dessus, il a parlé d'évolution. Je parle de changement, c'est un peu la même chose. Ça n'est pas le statu quo, ça n'est pas maintenir une diversité biologique en l'état. Ça bouge, ça change. C'est le résultat donc de l'adaptation des espèces, bien sûr, de phénomènes géologiques qui ont fortement marqué l'histoire de la Terre, et notamment on pense au climat, et en Europe en particulier. Et puis, bien sûr, en Europe, en France en particulier, de l'action de l'homme sur les espèces et sur les milieux. Voilà, là, ce que vous voyez là, c'est cette ligne bleue qui n'est pas la ligne bleue des Vosges, mais la ligne bleue du permafrost. Voilà, c'était la situation il y a à peu près 20 000 ans en Europe. On voit bien qu'il y avait des paysages de steppe et de toundra. Nous n'étions pas du tout sous les mêmes climats qu'à l'heure actuelle. Et puis, il y a eu après, au moment du réchauffement, des reconquêtes. Alors, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits sur cette paléoécologie, d'une certaine manière, qui ont montré qu'il y avait des zones refuge en Espagne, en Italie, mais surtout, en ce qui concerne les milieux aquatiques, dans la région ponto-caspienne, la mer Noire de l'époque actuelle. Et à partir du réchauffement, les espèces ont regagné, des espèces invasives ont regagné l'Europe petit à petit. Voilà. L'Europe est une terre d'invasion sur le plan biologique comme sur le plan humain. Et puis, pratiquement avec le réchauffement climatique, l'homme est rapidement intervenu, soit par le feu, et on connaît bien les problèmes du feu en forêt méditerranéenne, soit par l'agriculture, soit par la chasse, la pêche, etc., et puis par l'introduction d'espèces qui ne sont pas nouvelles, qui sont d'extrêmement anciennes. Toutes les plantes messicoles, le bleuet, le coquelicot, sont venues avec les premiers agriculteurs. La carpe a été introduite il y a plusieurs millénaires. Et le mimosa, symbole du Midi, de la France, a été introduit beaucoup plus récemment, mais c'est une plante complètement introduite. Donc, en métropole, chez nous, ici, il n'y a pas de biodiversité naturelle, au sens où certains peuvent l'entendre. C'est-à-dire qu'il n'a pas été touché par l'homme. Il y a une biodiversité hybride, qui est le produit, parce que j'ai mis le terme melting pot, c'est une expression un peu étrangère, mais qui veut bien dire ce qu'elle veut dire, d'espèces qui ont naturellement, entre guillemets, recolonisé les territoires qui ont été libérés par les glaces, d'espèces qui ont accompagné les débuts de l'agriculture, d'espèces importées aussi par les uns et par les autres pour différentes raisons, que ce soit l'agriculture, l'aspect ludique ou finalement les aspects thérapeutiques. Et puis d'espèces introduites volontairement ou accidentellement. À l'heure actuelle, on sait bien qu'avec les échanges commerciaux, il y a un brassage énorme de la diversité biologique à travers le monde. Mais aussi, et je reviens là-dessus, c'est la diversité des paysages qui est importante dans l'action de l'homme. On a créé des bocages, on a créé des prairies, on a créé des zones humides. La plupart de nos grandes zones humides françaises sont des créations artificielles par l'homme. Des systèmes artificialisés qui étaient gérés en fonction d'usage,
la chasse, la pêche, l'agriculture, le stockage de l'eau, etc. Des systèmes artificiels nouveaux, les villes, complètement nouveaux. On s'intéresse à la diversité biologique en ville et on s'aperçoit qu'en ville, il y a plein d'espèces dites rares ou protégées. Et une diversité génétique créée par l'homme. Des collègues ont développé une idée qui m'a paru tout à fait intéressante et que j'aimerais bien développer moi aussi dans d'autres domaines, c'est la question de la biohistoire et du biopatrimoine. On parle en effet de patrimoine naturel chez les économistes, mais ça n'est pas du tout le même sens. Patrimoine naturel renvoie à un ensemble de ressources que l'on peut exploiter. Ça n'est pas du tout le même sens ici de biopatrimoine. Biopatrimoine, c'est un peu comme finalement les édifices que nous avons, anciens que nous avons, c'est-à-dire nous avons construit une nature qui est un compromis entre des processus spontanés et l'activité humaine qui a créé, modifié des milieux. Donc cette notion de biopatrimoine, je crois qu'elle est intéressante à avoir en tête parce que ça nous dit que chez nous, nous avons une diversité biologique qui n'a rien à voir avec celle de l'Amazonie, hein, et qui, surtout, est quelque chose qui nous est propre. Quelques mots en matière de prospective, c'était mon autre thème. Quelles sont les tendances que l'on peut imaginer, parce qu'on ne peut pas... on n'a pas de boule de cristal, et moins que d'autres j'en ai, concernant les conséquences des changements globaux, pas seulement le climat, l'évolution des usages, parce que, comme je le disais tout à l'heure, nous avons une diversité biologique qui est liée aux usages. Si les usages changent, la diversité biologique va changer, ou si on n'a plus d'usage, ça pose des questions. Et aussi concernant les attentes des citoyens, c'est l'aspect plus social de la question. Donc ce qu'on a vu, c'est que la diversité biologique a une histoire et un futur. Les systèmes écologiques sont dynamiques, dans le temps, dans l'espace, et les écologues parlent maintenant de trajectoire d'écosystème et non plus de stabilité ou d'équilibre. Ils ont un passé, ils ont un présent et un futur, mais le futur n'est pas le passé. Et ça, il faut bien se mettre ça dans la tête. Quand on fait de la restauration de milieu, le futur n'est pas le passé. Hein? Non, oui, mais vous lisez les bouquins de restauration, vous verrez que ça n'est pas une idée qui est complètement ancrée dans l'esprit des gestionnaires. Bon, le climat vient à changer, je ne m'étendrai pas là-dessus, mais il y a eu un programme du ministère de l'écologie, on y croit pas, mais ça a l'air officiel, qui nous montre que dans les 50-60 prochaines années, il va y avoir probablement une baisse des débits, une baisse de la pluviométrie sur les grands bassins fluviaux français. Peu importe les chiffres, hein, je veux dire qu'on note quand même des diminutions de débit et aussi quand même des diminutions de pluie en certaines périodes un peu cruciales de l'année qui sont importantes. J'ai fait faire une simulation de la remontée du niveau marin sur l'estuaire de la Seine. Vous voyez en haut à gauche l'estuaire à l'heure actuelle avec une réserve naturelle de l'estuaire de la Seine encadrée en rouge. Si le niveau marin monte de 1 mètre, on peut dire que la moitié de la réserve est sous l'eau. Et si le niveau moyen monte de 2 mètres, il n'y a plus de réserve. Alors ma question n'est pas de dire il ne faut pas de réserve, la question est de dire qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse faire la nature ou on anticipe cette montée des eaux en recréant en arrière des zones protégées? C'est un choix de société. Mais on ne peut pas continuer à faire comme si rien n'allait se passer. On ne peut pas continuer à faire, ou à faire croire, Et puis il y a eu quand même, au cours de ces dernières décennies, la montée en puissance de protection de l'environnement, avec une forte demande dans différents domaines, une meilleure gestion des ressources naturelles, la préservation de la biodiversité, on l'a vu, aménagement et restauration des systèmes qui ont été dégradés, ça c'est une grande affaire à l'heure actuelle, on en parle beaucoup, et ces fameuses mesures compensatoires pour lesquelles on est en train de monter des usines à gaz sur le plan juridique et économique, n'est-ce pas ? Cette question d'usage renvoie effectivement à des questions tout à fait d'actualité. Quand on voit ces deux photos côte à côte, bien sûr, en tant qu'individu, en tant que citoyen,
je préfère largement le paysage de ma région, l'Avesnois, hein, paysage bocager avec des fleurs, que ce paysage assez désolé des grandes plaines de Beauce. Hein. On peut discuter de l'approche éthique ou esthétique de cette notion de paysage, mais il n'empêche qu'on peut penser que, quelque part, on pourrait faire un peu évoluer les pratiques agricoles. Reste à savoir quels sont les compromis possibles, mais on peut comprendre que les citoyens, d'une certaine manière, soient sensibles à cet effet. N'empêche que quand on s'intéresse à la conservation-restauration, on se pose la question, faut-il maintenir les anciennes pratiques pour protéger la biodiversité qui leur était associée? Et vous verrez que, vous savez que c'est le cas très souvent. Ou peut-on envisager d'autres usages et une autre diversité biologique? C'est-à-dire, est-ce qu'on est prêt à franchir le pas d'un changement et pas d'un équilibre, pas d'une stabilité? Le changement climatique va nous obliger de toute façon à changer. C'est une vraie question. J'anticipe un peu, mais bon, je reprendrai ça tout à l'heure. Et puis le troisième volet de ce que j'avais annoncé tout à l'heure, ce sont les représentations de la nature. Alors je disais, la nature des uns n'est pas la nature des autres, et nous avons tous, en fonction de notre culture, de notre passé, de nos expériences, des représentations de la nature très différentes, qui sont liées à tout un tas de choses, y compris à des croyances, plus ou moins d'essence religieuse. Ce tableau de Magritte me semble tout à fait intéressant parce qu'il montre que quand on regarde quelque chose, on voit autre chose. Hein. Et quand on regarde la nature, on y voit bien entendu tout un tas de choses, y compris peut-être l'histoire de son passé. Les représentations de la nature font partie, pour une partie de la population en tout cas, font partie de ces mythes d'une nature qui est belle, qui est saine, et qui est universelle aussi, c'est-à-dire il n'y a pas une nature spécifique, elle est bien, elle est belle partout. Et on parle très souvent dans les travaux ou dans les écrits d'être d'une nature qui est en équilibre ou d'être en symbiose avec la nature, ce que je n'ai jamais rencontré nulle part, mais dans les écrits, très souvent. Et dans la foulée, bien entendu, c'est la pensée politiquement correcte dont parlait Alain, on stigmatise l'action de l'homme, dont les activités détruisent ce paradis imaginaire. Ça, c'est ce qu'on entend, ce qu'on lit, ce qu'on voit très souvent. Avec, je tiens à le souligner parce que ça, quand même, sur le plan déontologique, ça me choque, des propos extrêmement tendancieux de la part de certaines personnes. L'homme est apparu comme un ver dans un fruit, hein, une mythe dans une balle de laine. D'autres parlent du cancer, l'homme des cancers de l'humanité ou de la Terre. Je dis, on appréciera l'amour du prochain qui émane de ses personnalités, et il y en a beaucoup d'autres. Hein, il y en a beaucoup d'autres. Moi, j'apprécie peu ce genre de remarques. Le sentiment selon lequel l'homme est l'ennemi de la nature est entretenu par des mouvements militants, certains en tout cas, dont certains flirtent avec le créationnisme. C'est clair, la deep ecology, entre autres, mais il y a beaucoup de créationnisme caché. On utilise pour ça des arguments tendancieux, voire des affirmations non validées scientifiquement, et vous en aurez des exemples tout à l'heure, des idées reçues en écartant surtout les faits qui ne conviennent pas avec la pensée dominante. C'est ce que j'appelle le tri sélectif. C'est ce que Gérald Bronner, un autre sociologue, parle de biais de confirmation. Et ça, c'est grave. Tout cela, évidemment, sur un fond de dramatisation. L'apocalypse nous est annoncé. Finalement, la 6e extinction, voilà la fameuse apocalypse, qui n'est autre que la peur de l'enfer du Moyen-Âge, finalement, si on fait des comparaisons. J'ai mis ça, mais je vous en ai des quantités d'exemples. Alors, ces quelques faits amènent à revisiter certaines idées reçues. J'en prendrai seulement 4, et très rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Les questions d'équilibre, de mythe de la nature vierge, de la nature bonne et généreuse, et la phobie des espèces invasives, dont parlait Alain tout à l'heure. Un mythe fondateur de beaucoup de choses, de nos sociétés, de la science aussi, de l'écologie aussi, il faut le dire très clairement, c'est celui de l'équilibre de la nature. La nature tente à se perpétuer, identique à elle-même. On l'a vu tout à l'heure avec l'histoire de la diversité biologique européenne, c'est pas tout à fait le cas. Hein. Ce sont des faits, ça. L'écologie moderne met l'accent, par contre, sur l'aspect dynamique de la diversité biologique, avec, je disais tout à l'heure, les trajectoires d'écosystèmes,
et c'est le produit du changement et non du statu quo, avec les mots-clés variabilité, hétérogénéité. Ce sont à l'heure actuelle les deux grands mots-clés des écologues. Ce qui veut dire, et là je suis un peu brutal, mais que toutes ces notions de stabilité, stationnarité pour les hydrologues, équilibre, résilience, harmonie, tout ça c'est bien, mais ça n'est pas la réalité. Ça n'est pas du tout la réalité. En fait, on peut, comme disait tout à l'heure, sur des laps de temps très courts, imaginer qu'on est en stationnarité ou en équilibre, mais dès qu'on prend un peu de distance en matière de temps, comme disait un de mes collègues canadiens, il y a le présent invisible, c'est-à-dire les choses qui changent sans qu'on s'en aperçoive. Et voilà, on est dans cette situation. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a un déficit d'outils pour prendre en compte le changement. On n'est pas armé, pas vraiment armé, sur le plan intellectuel, pour prendre en charge cette dynamique. Et l'idée elle-même de changement fait peur, parce qu'elle introduit de l'incertitude, et l'incertitude, on n'aime pas quand on veut faire de la prévision, c'est le hasard et la contingence. Comment prendre en compte ces notions en écologie, dans le domaine de la gestion? C'est une vaste question qui est loin d'être résolue, parce qu'on n'a pas forcément les outils pour ça. Mais, deuxième mythe, celui de la nature vierge. Alors, la nature, évidemment, pour beaucoup, c'est ce qui existe en dehors de l'homme. Vous savez tous que la nature, c'est ce qui n'a pas été touché par l'homme. C'est donc le saint, l'authentique, par opposition, bien sûr, aux idées selon lesquelles l'homme détruit la nature. Or, quand on regarde un peu ce que nous appelons nature en Europe, c'est quoi? Quand on interroge les gens, la nature, c'est les systèmes anthropisés, c'est le milieu rural, c'est ça la nature. Les forêts plantées, c'est la nature. Le milieu, voilà. Donc il y a quand même une certaine incohérence. Voilà des milieux aquatiques, souvent artificiels en métropole. Mais vous avez en haut à gauche ce fameux lac de Der sur lequel je reviendrai, parce que c'est assez symptomatique à mon point de vue, qui est devenu un milieu tout à fait accepté, y compris par les naturalistes. Et le parc naturel de Camargue, ou parc d'attractions, comme moi ça ne me gêne pas, hein, ou les deux. Mais quel est son avenir si la mer monte? Et quel est son avenir si certaines activités qui ont conditionné la création de la Camargue disparaissent? On sait que la Camargue s'érode, on sait que les salins du Midi n'ont plus d'activité, et la Camargue va changer d'allure. La moitié des forêts françaises sont des plantations monospécifiques, et puis une bonne partie, c'est ou plurispécifique. Là, je vous ai mis la forêt des Landes. Aujourd'hui, en haut à droite, et il y a un siècle ou deux en bas, hein, c'était des Landes. Voilà, des Landes marécageuses. Voilà, on y faisait paître des moutons. Mais voilà, non, on peut dire c'est bien ou c'est pas bien. On peut dire qu'on souhaite revenir aux Landes du 19e siècle. Pourquoi pas? Je veux dire, c'est un choix de société. Les gens qui habitent la forêt des Landes ne seront peut-être pas forcément d'accord. Notre-Dame-des-Landes. Ah, Notre-Dame-des-Landes. Je ne vous parlerai pas d'aéroport, c'est pas mon problème. La question qui nous était posée à un comité d'experts, c'était de savoir comment compenser les milieux qui allaient être détruits. Et on s'est trouvé face à une situation assez intéressante. C'est qu'en fait, ces milieux étaient des milieux agricoles qui avaient été achetés il y a 50 ans, parce qu'on parlait déjà il y a 50 ans de la construction d'un aéroport. Ces milieux sont restés dans l'état de l'agriculture de l'époque, puisqu'il ne s'agissait pas de les faire évoluer. Tout autour, l'agriculture a changé. Et ce qu'on nous demande de protéger, finalement, ce sont des milieux agricoles, donc anthropisés, figés dans un état d'il y a 50 ans, et à compenser, d'après la loi, à l'identique, dans d'autres milieux. Je ne sais pas faire. Je ne peux pas faire. Donc, il faut faire autre chose. Soit on ne construit pas l'aéroport, ce qui est une possibilité, soit il faut trouver d'autres méthodes de compensation. Mais on voit bien l'absurdité d'un certain nombre de lois, et on retrouve cette question, je renvoie ça à mes collègues juristes, la loi ne peut pas être normative à ce point. Le mythe de la nature bonne et généreuse. Alors là aussi, c'est évidemment la nature, pour beaucoup,
c'est celle qui nous a nourris, c'est la mère nature, c'est Gaïa, c'est tout ce qu'on veut. Mais certains aussi ont parlé de la peur viscérale de la nature. Il y a quand même, quand vous vous promenez dans la nature, dans les bois, la nuit, on ne peut pas dire que les gens soient forcément à l'aise. Et puis, il y a aussi certains qui disent que l'homme a longtemps été une proie et que donc il a une peur viscérale de la nature parce qu'il cherche à se protéger. Je rappellerai simplement que si nous parlons beaucoup de conservation, dans d'autres milieux, on parle beaucoup de lutte contre la diversité biologique. Voilà. Hein, la biodiversité biologique, c'est ça. Hein, c'est ça. Et moi qui ai participé à des programmes de lutte contre les grandes endémies, je ne peux pas dire quand même que je cherche à protéger toute la diversité biologique. C'est ça aussi la diversité biologique. Hein. Il y a beaucoup de gens liés à l'agriculture dans la salle, ils comprendront. Et puis, il faut savoir qu'il y a quand même plusieurs milliers de personnes par an qui meurent de piqûres de serpents. C'est ce que disent en tout cas les collègues herpétologues. Jusqu'à présent, on n'a aucune donnée enregistrée, vérifiée, selon laquelle il y aurait eu un mort par les OGM. Mais il y a des milliers de morts par les serpents. Curieux. Et enfin, pour un dernier point, mais je n'ai pas encore terminé, le syndrome des espèces invasives. Nous savons qu'il y a eu beaucoup d'espèces introduites pour l'agriculture, la pisciculture, etc. Bon, tout ça, on le sait. Mais il s'est développé une véritable psychose. Ça, c'est une première page du magazine du Monde, Espèces vos papiers, qui symbolise un peu la position d'un certain nombre de gens par rapport à ces espèces invasives, c'est-à-dire qu'en gros, il y a un discours tout à fait xénophobe qui s'est développé autour des espèces nouvelles qui apparaissent, soit pour des raisons d'expansion naturelle de leurs aires de répartition, soit parce qu'elles ont été introduites volontairement ou accidentellement. On a maintenant une diabolisation des introductions qui, je le rappelle, est à opposer au jardin d'acclimatation d'autrefois, où on essayait quand même d'acclimater des plantes pour améliorer notre production agricole en particulier. Alors là, il y a une brouette, j'allais dire, d'idées reçues qui tournent autour des invasions biologiques. Bon, les espèces entrent en concurrence avec la faune autochtone ou la flore, entraînent des dysfonctionnements des écosystèmes, je ne suis pas certain de ce qu'on veut dire par là. Ce qu'on une cause d'érosion de la biodiversité, je n'ai jamais rencontré ça en France. Un coût économique considérable, donc il faut les éliminer, etc. etc. Bon, vous connaissez ce langage, peut-être, mais c'est un discours qui est un peu incohérent. Parce qu'à l'heure actuelle, on vous parle de trame bleue, trame verte. En milieu continental, les trames bleues et trames vertes, ce sont des autoroutes pour les espèces invasives. Il faut savoir que ce sont des autoroutes pour les espèces invasives. Mais c'est le slogan à l'heure actuelle de la restauration écologique. Alors je reprends cet exemple des trames bleues, que je connais un peu plus. Tous nos bassins hydrographiques sont reliés par des canaux, il y a très longtemps. Sauf le bassin, le canal du Rhin au Danube, qui a été créé il y a une trentaine d'années, c'est celui-là, qui fait qu'à l'heure actuelle, les espèces danubiennes peuvent recoloniser les autres bassins européens sans aucune difficulté. Voilà. Et on voit arriver en France, dans nos rivières, des gamards, des crustacés, des mollusques d'origine danubienne qui recolonisent naturellement les milieux aquatiques européens, comme ils l'avaient fait autrefois, et personne n'a jamais dit d'ailleurs que la recolonisation de la France après les glaciations était stoppée. Personne n'a jamais dit qu'il y avait eu en 1500 un coup d'arrêt. Hein, 1500, on arrête tout. Hein, ouais. Donc, tout ça, ça fait partie des dynamiques naturelles, si on peut dire. Bon, on peut le regretter, mais c'est comme ça. Heureusement que quand même, il y a quelques scientifiques qui se réveillent et qui disent ne jugez pas les espèces sur leurs origines. Hein. Donc ça, c'est un long discours. Il est bien évident qu'il y a des espèces introduites, invasives, qui ont un coût écologique et économique, bien sûr.
Il y a aussi des espèces autochtones qui ont un coût écologique et économique, bien sûr. La question n'est pas de savoir si elles sont invasives ou autochtones, la question c'est de savoir pourquoi des espèces à un certain moment se mettent à pulluler et créent des problèmes. Ça c'est une vraie question pour les biologiques. Enfin, j'ai parfois... Bon, enfin, bref. Alors, en bref, mais ce n'est pas si simple. Nous agissons avec l'illusion entretenue, j'allais dire, qu'il existerait une nature intrinsèque, indépendante de l'homme, etc., belle et universelle. Alors que cette nature, en Europe, et je répète en Europe, parce qu'il ne faut pas me parler de l'Europe en prenant des exemples en Amazonie ou ailleurs, on est en Europe, le produit d'une longue coévolution entre activité humaine et processus spontanés. Une nature façonnée par des usages, et donc des services, pour parler le langage actuel, que l'on attend d'elle. C'est à ce propos que certains collègues parlent de biohistoire, de biopatrimoine, qui qualifient ces milieux dits naturels européens, qui sont le fruit de cette coévolution. Alors il y a par ailleurs le business de la nature. Les grandes ONG de protection de la nature sont porteuses d'idéologie, on en a parlé tout à l'heure, la nature assiégée, la nature détruite par l'homme, avec une idéologie claire, c'est le principe d'exclusion de l'homme. Une belle nature, c'est une nature sans l'homme pour certaines. Pas toutes, je ne dirais pas jusque-là, mais pour certaines, une belle nature, elle est sans l'homme. Et elles font ce que j'appelle le tri sélectif, c'est-à-dire qu'elles ne retiennent que les idées qui les intéressent dans la science et rejettent ou ignorent toutes les autres idées qui ne vont pas dans le sens de leur pensée. Donc il y a parfois de véritables dénis de réalité concernant un certain nombre de situations. Mais ce sont des multinationales qui ont besoin d'argent et d'une communication basée sur la dramatisation. Donc, ce qu'on peut dire malheureusement, c'est que beaucoup de scientifiques ont emboîté le pas eux aussi pour financer leurs travaux. Beaucoup de scientifiques sont obligés de passer par là parce qu'à l'heure actuelle, les financements ne viennent que par ces canaux. Et ça ne veut pas dire qu'ils partagent forcément toutes ces idées. Puis, un élément dont on n'a pas parlé, si je peux dire, c'est le citoyen. Parce qu'on fait des belles envolées sur la nature dans les milieux parisiens, mais quand on va voir le citoyen dans les champs ou le citoyen dans les villages, il n'a pas forcément la même vision ou la même relation à la diversité biologique. Et là aussi, dans les milieux aquatiques, on a fait beaucoup d'études sur les perceptions, les attentes du citoyen de base, et pas du gestionnaire, ni du scientifique, ni du conservationniste, sur ces questions de nature. Et ce qu'on voit apparaître de manière récurrente, c'est ce que le citoyen attend, une nature sans nuisance et sans risque, sécurisée et sécurisante, et donc domestiquée. Une nature qui lui soit accessible pour les loisirs, la chasse, la cueillette, la pêche ou les récréations. Une nature qui correspond dans son imaginaire aux campagnes traditionnelles, le milieu rural. Je parlais tout à l'heure, une référence du bien vivre. Mais malheureusement, ces milieux campagnards qui sont valorisés sont aussi en voie de disparition, sur le déclin. Donc on essaie de créer d'autres lieux de nature, soit pour observer la nature, soit comme un lieu de loisir. Et ça s'est beaucoup développé dans le cadre des rivières ou des fleuves qui traversent les villes. Protéger la biodiversité et se maintenir l'existant à tout prix, ça c'est une question fondamentale. Ça c'est la question sur laquelle on bute parce que dans l'imaginaire, conserver la nature, c'est conserver ce qui existe. C'est pas possible, ça n'est pas vrai, ça bouge. On fait quoi? Est-ce qu'on peut envisager d'autres usages des systèmes écologiques et implicitement une autre diversité biologique? Ça c'est la question qu'on peut se poser quand certains usages de certains milieux disparaissent. Bon, si on ne fait plus, je ne sais pas, si on n'utilise plus les moulins, ben est-ce qu'on va supprimer tous les seuils de moulins et tous les réservoirs liés aux moulins? C'est un peu la question qui se pose à l'heure actuelle dans la restauration de la continuité écologique des rivières. Alors ce lac de Der, dont je parlais tout à l'heure et j'y reviens, au lieu de naturalité, on a détruit des bocages il y a 30 ou 40 ans, on a enseveli 3 villages. Est-ce qu'on aurait construit encore ce lac de Der aujourd'hui? Or, c'est un haut lieu de naturalité. Bon, je constate
La recherche et la gestion des systèmes écologiques, c'est une... Je reprends un peu la casquette d'écologue. On peut dire qu'en France, il y a une faiblesse structurelle de l'écologie systémique. On a beaucoup fait de biologie des populations, mais très peu d'écologie systémique en France. Ça n'est pas culturel chez nous. On est les héritiers des botaniques et des zoologistes, mais pas des systémiciens. Voilà. Ce qu'on constate aussi quand on fait un peu l'analyse des résultats de la recherche, c'est qu'il y a un divorce prononcé entre la recherche académique et les besoins de gestion. Pour des raisons diverses que je n'exposerai pas ici, mais les scientifiques ont tendance à ne plus répondre aux questions que se posent les gestionnaires, mais à travailler pour la publication. Et ce n'est pas du tout la même chose. Ça pose une vraie question aussi. Un manque de rigueur inquiétant. Une analyse qui a été faite par un Lyonnais sur les restaurations de rivières montre qu'en fait, on ne suit pas vraiment ces opérations de restauration. C'est-à-dire qu'on fait de la restauration, mais on ne sait pas très bien ce que l'on veut, et surtout, on ne suit pas les conséquences de ces opérations de restauration. Ce qui veut dire que c'est plus ou moins de la gesticulation, hein, pour des raisons diverses, mais ça n'est pas une approche scientifique telle qu'on pourrait l'imaginer. Les scientifiques sont pourtant à l'affût de suivi à long terme, mais il n'y a pas de crédit pour les suivis à long terme. Il y en a pour suivre les étoiles. Ah oui, il y en a pour suivre les étoiles, ça, il n'y a pas de problème. Hein, mais pour la diversité biologique, il n'y a pas de crédit. Bon. Il y a, mais ça c'était un clin d'œil, mais cette perspective nouvelle, une écologie de synthèse, et là je me retourne vers Jean-Claude Monolou, avec qui nous avons pas mal discuté de ces questions, quoi. À l'heure actuelle, nous ne sommes plus dans une écologie des milieux naturels, nous sommes dans une écologie de milieux construits. Et ces milieux construits, il y a peu de probabilité pour que toutes ces espèces puissent se retrouver ensemble à un moment donné en système naturel. Mais elles coexistent et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Il faut arrêter de nous bassiner quand on dit que les systèmes ne fonctionnent pas. Hein, ça fonctionne. Et pour terminer, je vous invite à une lecture de texte extrêmement intéressante pour vous montrer combien, à l'heure actuelle, nous sommes désinformés en matière de diversité biologique. C'est sur le site du CNRS. Alors il y a l'estampille aussi IRD, donc je me sens concerné, puisque c'est mon organisme d'origine, qui a été repris par le ministère de l'Écologie. Alors, on va disserter. Toute espèce a une durée de vie limitée qui est de l'ordre de 5 à 10 millions d'années. Alors ça, ce sont les tables de la loi de Moïse, probablement. Hein, parce que moi, je sais un peu en partie d'où ça vient. Ce sont les paléontologues qui, à partir des restes fossiles, ossements en particulier, on fait une estimation qui vaut ce qu'elle vaut, parce qu'on sait qu'en paléontologie, ben, tout est remis en cause à chaque fois qu'on trouve de nouveaux fossiles. Mais quand je pense aux bactéries, aux micro-organismes, etc., la durée de vie de 5 à 10 millions d'années me laisse perplexe. Donc déjà ça, c'est une absurdité. Bon, alors, suivez le raisonnement, parce que c'est extrêmement intéressant. À partir de l'espérance de vie des espèces et de leur nombre, c'est quoi leur nombre? C'est 5, 10, 20, 100 millions d'espèces. Et quand on sait que les biologistes discutent la notion d'espèce, une espèce chez les microbes, ça n'a pas du tout le même sens que chez un mammifère. Et quand on sait qu'on parle de population et pas d'espèces, leur nombre, mais c'est pas indiqué leur nombre, hein, rien. Cela correspond au nombre d'espèces qui disparaissent en un temps donné. Donc, vous avez un nombre, on ne sait pas ce que c'est, une durée de vie de 5 à 10 millions d'années, on ne sait pas ce que c'est, et voilà. Le résultat, au cours des 65 derniers millions d'années, le taux d'extinction moyen a tourné autour d'une extinction par an pour million d'espèces. Ah, voilà, le tour est joué. Le tour est joué. Vous avez gobé ce qu'il y avait avant, donc vous devez savoir ce qu'il y a après. Et alors aujourd'hui, ce taux serait entre 50 et 560 fois. Beaucoup affirment que ce serait en fait 100 fois plus, etc. On est dans la spéculation la plus sordide, qui n'a rien à voir avec la science. Hein. Et donc, bien évidemment, on arrive à la conclusion, c'est l'érosion, la 6e érosion, bien entendu. Tout ça va dans le sens de l'hypothèse. Et les ONG se frottent les mains de cette caution scientifique. Mais qu'est-ce qu'il y a de scientifique là-dedans? Mais qu'est-ce qu'il y a de scientifique là-dedans? C'est une accumulation
je veux dire, de conneries monumentales. Hein. Et ce qui est pire, c'est que nos instances scientifiques ne réagissent pas, non, elles cautionnent. Est-ce que nos instances scientifiques cautionnent ça? Moi, je suis inquiet. Je suis inquiet pour la science. Parce que on peut discuter de ce que veulent certains citoyens, ils ont des croyances, etc. Mais quand on me sort cette sauce immonde, cette cuisine qui n'a aucun sens et qui fait autorité, puisque à l'heure actuelle, semble-t-il, notre ministre reprend ce discours sur la 6e extinction. Quand je vois qu'il y a une ANR sur la 6e extinction, mais je suis scandalisé en tant que scientifique. Mais ça ne semble préoccuper pas beaucoup de monde. Voilà. Merci de votre attention. Et je fais ma publicité.